on va voir la cyclisation du cycle pyrane pour le glucose. Alors, vous avez votre molécule de glucose sous sa forme linéaire. Ma forme linéaire est debout, n'est-ce pas? Cette forme linéaire va subir une rotation de 90 degrés. Cette rotation-là va faire pencher ma molécule. Donc, c'est la première étape de la cyclisation du cycle pyrane. En réalité, l'utilité de cette rotation-là, c'est de positionner les hydroxyles. Regardez bien la position des hydroxyles. Si les hydroxyles OH sont à droite dans la forme linéaire, vous les voyez, n'est-ce pas? Dans la structure cyclique, ils vont se retrouver en bas. Regardez bien. S'ils se trouvent à gauche, dans la structure cyclique, ils vont se retrouver en haut. Deuxième étape, là, on part déjà d'une fonction aldéhydique hydratée. C'est-à-dire, je rajoute à mon glucose une molécule d'eau. Vous voyez là le C1? Le C1, c'était la fonction aldéhydique. Donc, vous avez des OH en plus. Ça, c'est le résultat d'une addition d'une molécule d'eau. Cette étape-là nous permet de mieux voir et de bien visualiser l'élimination de la molécule d'eau. Puisque moi, je suis en train de cycliser mon glucose sous forme pyrane, donc je vais représenter un cycle pyrane avec les sommets occupés par les carbones. Donc, je dessine un cycle pyrane et je positionne les différents OH. On s'en fout du C1 pour l'instant. On le laisse ouvert. Nous, on va former un cycle. On s'en fout pour le C1. Le C1, il faut juste l'hydrater et le laisser. Je positionne mon C2. Souvenez-vous, le C2, son hydroxyle dans la forme linéaire était à droite. Donc forcément, dans la forme cyclique, il va se retrouver en bas. D'accord? Le C3, son hydroxyle était à gauche dans la forme linéaire. Donc je vais le retrouver en haut dans la forme cyclique. Le C4, OH à droite dans la forme linéaire, il sera en bas dans la forme cyclique. Le C5, droite. Donc, il est en bas. Et enfin, le C6. Je répète. Donc, je fabrique un cycle pyrane. Un cycle pyrane avec les aldoses se fait entre qui et qui? Il se fait entre le C1 et le C5. Donc, je dois former une boucle qu'on appellera un pont oxydique entre C1 et C5. J'hydrate mon C1 par l'ajout d'une molécule d'eau et je positionne mes carbones avec leurs différents OH en bas ou en haut, selon leur position dans la forme linéaire. C'est bon, j'ai fabriqué mon cycle qui n'est pas encore fermé. Deuxième étape. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va former une boucle ici, parce qu'on avait dit que le cycle pyrane était formé de 5 sommets occupés par des carbones, et le sixième cycle était formé par un oxygène. Donc, on doit avoir un oxygène ici. Donc, c'est la prochaine étape. Il va y avoir élimination d'une molécule d'eau entre OH du C1 et l'hydrogène du C5. Parce que nous, on va former un pont oxydique entre C1 et C5. C'est le cycle pyrane. Le problème qui s'oppose ici, c'est quoi? C'est que le OH du C5 se trouve éloigné par rapport au OH du C1, n'est-ce pas? Donc, la molécule n'a pas de pieds ou des jambes ou des mains pour pouvoir attirer le OH du C1. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une rotation entre C4 et C5. Cette rotation va propulser, qui va changer la position de ces différentes molécules. Donc le OH va se mettre ici. Le CH2OH monte ici. H qui était en haut devient en bas. Maintenant, j'ai bien positionné mes groupements. Le OH du C5 est proche du OH du C1. Élimination d'une molécule d'eau et formation d'un pont oxydique entre C1 et C5. Et voilà, j'ai cyclisé ma molécule. Mon glucose sous forme pyrane. Maintenant, j'ai plus le droit de l'appeler glucose, mais c'est un glucopyranose. Et attention, je précise, j'ai parté du déglucose. On passe à l'étape suivante. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que la cyclisation du glucose sous forme pyrane se faisait par élimination d'une molécule d'eau. Souvenez-vous, le C1 était une fonction aldéhydique et cette fonction aldéhydique dans la forme linéaire n'avait pas de configuration, n'est-ce pas? C'était une simple fonction aldéhydique. Il a un OH, il a un hydrogène, il a ce groupement-là différent. Donc, il est substitué à 4 groupements différents. Donc, le C1, qui a été dans la forme linéaire une simple fonction aldéhydique, après cyclisation, il est devenu un carbone asymétrique substitué à 4 groupements différents. Puisqu'il est devenu un carbone asymétrique, là, je vais avoir deux possibilités différentes, où je vais avoir le OH en bas, et là on parlera alpha-déglucopyranose. La deuxième possibilité, ce OH peut se positionner en haut, et là, je vais avoir le bêta-déglucopyranose. Donc, deux types d'anomères, alpha, OH en bas, et bêta, OH en haut. Donc, la structure cyclique est à l'origine d'une autre isomérie. Souvenez-vous des isomères qu'on a vus la dernière fois. Et en plus de ces isomères, nous avons les anomères, qui sont de deux types. Et c'est pour ça, à partir de maintenant, le C1 des aldoses et aussi le C2 des cétoses, on les appellera des carbones anomériques.
parce que c'est à leur niveau que nous avons l'anomère alpha et l'anomère bêta. Alors, anomère alpha, OH du C anomérique en bas et en position trans. Donc faites attention, des fois qu'on fait des projections, nous avons des contradictions. Pour éviter ces contradictions justement, on vous donne une deuxième règle. C'est de comparer la position de ce OH là par rapport au carbone numéro 6. Donc anomère alpha, OH en bas et en position trans par rapport au carbone numéro 6. Opposé. Anomère bêta, OH en haut et en position 6 par rapport au carbone numéro 6. Donc, anomère alpha, C6 et C1 opposés. Anomère bêta, C6 et C1 du même côté. Alors, les anomères sont donc deux isomères différents par la position d'un seul OH. Comme j'ai cyclisé le glucose sous forme pyrane, on va voir aussi la cyclisation de la forme furane. C'est le même principe, la même chose. Toujours j'ai mon eau sous forme debout, je le penche, rotation pour positionner les hydroxyles. Ce qui était dans la forme linéaire à droite passe en bas, ce qui était en gauche sera en haut. Je positionne mes carbones avec leur hydroxyle dans la forme d'un cycle furane. N'oubliez pas que le cycle furane pour les aldoses se fait entre C1 et C4, donc je vais avoir le C5 et le C6 en haut. Alors, même chose, élimination d'une molécule d'eau entre C1 et OH du C4 et formation d'un cycle furane. Bien sûr avec les deux anomères, l'anomère alpha et l'anomère bêta. Alors, dans ce cas-là, j'appelais mon glucose alpha-D-glucofuranose. Ou bien bêta-D-glucofuranose si le OH du C anomérique est en haut. Voilà donc la cyclisation du glucose sous forme furane, c'est la même chose point par point. On avait dit que dans la forme cyclique, il y a un autre type d'isomérie, c'est l'anomérie. Par conséquent, l'anomérie va encore faire augmenter le nombre d'isomères. On va détailler ceci. Pour le glucose, on avait dit qu'il possédait 4 carbones asymétriques. On utilise la relation 2 à la puissance n. 2 à la puissance 4, j'obtiens 16 isomères. Alors ces 16 isomères là, on va les multiplier par 2. Pourquoi par 2? Parce que tout simplement, nous avons deux types d'anomères, l'anomère alpha et l'anomère bêta. Donc, pour le glucose seulement, je vais avoir 32 isomères. Alors, ces 32 isomères, ils sont répartis comment? J'ai 8 alpha-D, donc j'ai 16 D-glucose. Sur ces 16-là, j'ai 8 alpha-D et 8 bêta-D. Et j'ai aussi 16 L à la série L. Sur ces 16, j'ai 8 alpha-L et 8 bêta-L. Donc, l'anomérie me permet d'augmenter le nombre d'isomères. Alors, comme on avait vu pour le glucose et les deux formes de cycle, pyrane et furane, on va voir la même chose pour le fructose. Mais seulement, qu'est-ce qui sera différent ici? C'est que le fructose, sa fonction cétonique se trouve sur le carbone numéro 2. On va procéder de la même façon. J'ai la chaîne debout, je lui fais une rotation pour faire positionner les hydroxyles, j'hydrate ma fonction cétonique, je positionne mes différents hydroxyles, il va y avoir élimination d'une molécule d'eau entre l'hydrogène du C2 et le OH du C5 et formation d'un pont oxydique. Faites attention, j'obtiens aussi deux anomères, l'anomère alpha et l'anomère bêta. Faites attention à une chose, le C2 pour les cétoses, entre autres le fructose, son C2 porte à la fois le C1 et le OH qui détermine son anomérie. Donc faites attention, c'est ce OH là qui détermine son anomérie et pas le C1. C'est la différence qui voit entre les aldoses et cétoses. Tout à l'heure pour le glucose, le C1 portait uniquement son OH, c'est tout. Ici pour les cétoses, le C2 apporte à la fois le C1 et le OH qui détermine son anomérie. Donc voici la forme de fructofuranose. J'ai l'anomère alpha et l'anomère bêta. C'est la même chose que pour tout à l'heure. Deuxième type de cycle, c'est le cycle pyrane, qui va faire entre C2 et C6. Et j'obtiens une fructopyranose. Ça, c'est le alpha-D-fructopyranose ou le bêta-D-fructopyranose. Donc voici les différents cycles que je peux retrouver chez les aldoses et les cétoses. Je vous demande de bien concentrer sur les cétoses. C'est le C2 qui est le carbone anomérique. Pour les aldoses, c'est le C1. Les étudiants se trompent toujours sur ce point-là, alors faites attention. Les cycles sont très importants. Vous allez voir dans les propriétés physiques et chimiques. C'est très important. Il faut bien comprendre ça. La forme chaise et la forme bateau. La forme chaise étant beaucoup plus stable parce que les groupements sont beaucoup plus éloignés que celles de la forme bateau, où les groupements sont beaucoup plus rapprochés, ce qui engendre des forces de répulsion et par la suite va engendrer une déstabilisation de la molécule. Donc, toute molécule, pour garder sa stabilité, il faut qu'il y ait moins de force de répulsion. Il faut que les groupements soient le plus loin possible. Et c'est pour ça que les os privilégient la forme chaise plutôt que la forme bateau, parce qu'il y a moins d'encombrement stérique.